bonjour. Nous allons parler du taux d'échange et de sa détermination. C'est déjà la deuxième partie, le début de la deuxième partie, basée sur les relations internationales macroéconomiques. Alors, nous parlons d'abord du taux d'échange et comment déterminer les taux d'échange. Et les taux d'échange utilisés dans les transactions internationales. Ici, on va parler du taux d'échange et des transactions internationales comme premier point. Alors, comme on le sait, le taux d'échange, c'est en fait le prix d'une monnaie. Une monnaie, le prix d'une monnaie exprimé en une autre monnaie. Par exemple, aujourd'hui, il faut 2000 francs plutôt, 2000 francs congolais pour avoir $1. Et en 2018, le 15 août, il fallait 1630 francs congolais pour acheter $1 américain. Donc ça, c'est le prix. Le prix d'une monnaie est appelé, le prix d'une monnaie en une autre monnaie est appelé le taux d'échange. Alors, quand nous exprimons les taux d'échange, dans ce cas bien précis, comme les prix du dollar américain en francs congolais, cela s'appelle la cotation à l'incertain. Donc, c'est déterminer, exprimer la valeur d'une unité monétaire, une unité de devise étrangère en nombre d'unités de la monnaie locale. Cette façon de faire est appelée la cotation à l'incertain. L'inverse est appelé la cotation au certain. Voilà. Alors, lorsque nous parlons du taux d'échange, on parle généralement du cours acheteur et du cours vendeur. Le cours acheteur, autrement appelé ASC, c'est en fait les prix auxquels on peut acheter une unité de la devise au comptant sur le marché. Et les cours vendeurs, autrement appelé BID, c'est les prix auxquels on vend une devise sur le marché. Donc les prix d'achat, les prix auxquels on achète, c'est le cours acheteur. Et les prix auxquels on vend est appelé les cours vendeurs. Alors il faut ici remarquer que en termes de cours acheteur et vendeur, le cours acheteur est toujours supérieur au cours vendeur. Et la différence entre les deux est appelée spread, ou la fourchette des prix. Spread, c'est donc la différence entre les cours acheteurs et les cours vendeurs. Et en fait, l'objectif du spread, ou la différence entre les cours acheteurs et les cours vendeurs, est utilisé pour rémunérer l'intermédiaire financier pour les services offerts. Alors, le spread sera plus large, d'autant plus que les devises ou les actifs en général sont peu demandés sur les marchés. Alors, les taux d'échange, c'est une variable, c'est un prix qui fluctue beaucoup et il constitue en fait une variable macroéconomique fondamentale. Donc, il est important de maîtriser les taux d'échange, ces fluctuations. Pourquoi? Parce que c'est une variable importante en macroéconomie, dans le sens que cette variable, dont les taux d'échange exercent son influence sur la plupart des variables macroéconomiques. Par exemple, on peut calculer les prix des exportations d'un pays en utilisant les taux d'échange, exprimer dans la monnaie de notre pays les exportations, donc, ou convertir les salaires ou les prix en devises étrangères. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les taux d'échange. Et les taux d'échange, cotés à chaque instant, sont fortement influencés par les anticipations des agents économiques sur leur niveau futur. C'est-à-dire, les prix ou les niveaux du taux d'échange est beaucoup anticipé, influencé par les anticipations des agents économiques. Et les fluctuations des taux d'échange ont des répercussions sur les prix des biens et services. Mais toutefois, ces répercussions dépendent selon que la monnaie locale, donc les francs congolais, se déprécient ou s'apprécient. Alors, on dira que les francs congolais se déprécient lorsque son prix en devises étrangères diminue. Et il se déprécie plutôt lorsque son prix diminue. Et on dira que les francs congolais s'apprécient lorsque son prix en devises étrangères augmente. Là, on va faire en fait une cotation au certain.
Voici l'évolution du taux d'échange en RDC depuis 2005 jusqu'en 2021. On peut remarquer ici, c'est jusqu'à 2020, on peut remarquer une période de fluctuation ici, de 2005 à 2000, au début de 2010, et puis une période de stabilité du taux d'échange entre 2010 et 2015, et puis à partir de 2016, il y a une dépréciation de la monnaie du franc congolais au dollar par rapport au dollar, donc une augmentation du taux d'échange. Donc lorsque le taux d'échange calculé ici à l'incertain augmente, cela signifie que notre monnaie perd de sa valeur ou de son pouvoir d'achat. Alors, il faut donc retenir que toutes choses restantes égales par ailleurs, la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain par exemple entraîne une hausse de prix et des biens et services qui sont produits en RDC et vice versa. Alors, en termes de prix d'importation et d'exportation, il faut retenir que les exportations deviennent meilleur marché pour le reste du monde lorsque la monnaie nationale se déprécie. Lorsque la monnaie nationale se déprécie, les exportations deviennent meilleur marché et les importations deviennent de plus en plus coûteuses. Aussi, l'inverse se produit lorsque la monnaie nationale s'apprécie. Alors, si la monnaie nationale s'apprécie, les importations deviendront moins coûteuses et les exportations deviendront plus coûteuses. Alors, il existe un marché, comme on comprend bien ici que la monnaie c'est en fait un bien qui a un prix. Et si la monnaie est un bien qui a un prix, c'est qu'il y a un marché sur lequel cette monnaie peut être négociée, donc, comme tous les autres biens économiques. Donc, on parle ainsi de marché d'échange. Les marchés d'échange, c'est en fait un cadre institutionnel, organisationnel, au sein duquel les individus, les entreprises, les gouvernements, les banques achètent et vendent des devises et autres instruments de la dette. Donc, les marchés d'échange ne concernent pas seulement les devises, mais aussi d'autres instruments de la dette. Mais il faut noter que les transactions sur les marchés d'échange ne représentent pas une grande proportion sur le marché. Donc, une proportion faible parmi les transactions, dans les transactions journalières, implique les devises. Mais la majorité des transactions portent sur des transferts électroniques des sortes des banques entre les courtiers en devises. Et les marchés d'échange, en fait, c'est le plus grand marché au monde, avec un niveau de transaction assez élevé plutôt, pouvant avoisiner 3 000 milliards de dollars. Et les transactions individuelles sur ces marchés sont aussi très importantes. Elles peuvent atteindre entre 200 millions et 500 millions par transaction individuelle. C'est un marché très, très, très important, très grand, un grand marché. Et les prix peuvent varier au moins 20 fois par minute. Les prix changent, varient en une minute, ça varie plusieurs fois, pour atteindre jusqu'à 20 fois des variations de prix sur les prix des actifs qui sont cotés, en fait, par exemple cotés en bourse. Et les taux d'échange les plus actifs peuvent varier jusqu'à 18 000 fois au cours d'une journée. Donc, ça dit que ce sont des transactions, de grandes transactions qui se font sur ces marchés. Alors, quelles sont les devises dominantes dans l'économie internationale? C'est les dollars américains, l'euro, les yens japonais, la livre britannique, mais il faut aussi noter la montée du yuan chinois. Alors, la montée du yuan chinois, qui est aussi une monnaie qui est en train de prendre de l'ampleur. Il faut noter donc que toutes les devises ne sont pas acceptées sur les marchés d'échange. Je parle un peu du marché international. Ce n'est pas toutes les devises qui sont acceptées, mais il y a des raisons pour cela. Par exemple, un pays qui est en insécurité politique ne peut pas, la monnaie d'un pays qui est en insécurité politique ne peut pas être acceptée sur les marchés d'échange. Un pays qui est la monnaie d'un pays qui a l'incertitude économique
ou un pays dont la production est limitée à une gamme, est réduite à une gamme très limitée de produits, ces genres de monnaies, les pays, les monnaies qui proviennent de ces pays ne sont pas vraiment acceptées sur les marchés d'échange. Donc, c'est pourquoi vous voyez ces 4 monnaies auxquelles il faut ajouter aussi le yuan qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, quelles sont les caractéristiques du marché d'échange? Alors, contrairement au marché boursier ou au marché des biens-services ou des commodités, le marché d'échange n'est pas une structure organisée. Alors, les caractéristiques sont les suivantes. D'abord, il y a l'inexistence d'un lieu de rencontre centralisé pour les transactions, l'absence d'exigence formelle pour participer au marché, et puis il n'y a aucune limite territoriale qui est déterminée, et aussi le niveau de spéculation est très élevé pour les marchés d'échange. Les spéculations représentent environ 90% des transactions. Et puis une autre caractéristique, c'est que les transactions internationales sont principalement conduites par téléphone ou par les terminaux d'ordinateur. Donc, ce sont les caractéristiques du marché d'échange. Alors, parlons maintenant des transactions. Point 5.3.3, type de transactions sur les marchés d'échange. Alors, les marchés d'échange ou les transactions d'échange peuvent se faire sur le marché au comptant ou sur le marché à terme. Alors, comment est-ce que ces transactions se passent sur chacun de ces types de marchés? Sur les marchés au comptant, là, les transactions sont effectuées immédiatement, instantanément au taux d'échange courant ou instantané. Ça, c'est les marchés au comptant. Mais à terme, les marchés à terme concernent les règlements ou des transactions qui se font après un certain délai. Par exemple, 30 jours, 90 jours, 180 jours, voire plusieurs années. Dans ce cas, alors, les parties conviennent à une date bien déterminée de régler une transaction à un taux déterminé à une date future. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 12 mars. On peut signer une transaction aujourd'hui. Les parties peuvent convenir aujourd'hui pour régler cela dans 6 mois, la transaction dans 6 mois ou dans une année. Il s'agit là d'un marché à terme. Et le taux à payer dans les futurs est convenu d'avance. C'est-à-dire on se convient aujourd'hui que 6 mois après, la transaction sera exécutée au taux bien fixé déjà aujourd'hui. Alors, une transaction qui implique les marchés à terme consiste donc à vendre une monnaie au comptant et à la racheter à terme. Alors, ainsi on va parler des contrats à terme et des options. Un contrat à terme, donc les contrats à terme et les options, ce sont en fait des produits financiers qui permettent aux investisseurs de se couvrir contre les variations du taux d'échange. Donc, si un investisseur veut se couvrir contre les variations du taux d'échange, parce que les taux d'échange sont... il y a des fluctuations, sont caractérisées par des fluctuations qui parfois sont très importantes. Alors, pour se couvrir contre les variations du taux d'échange, les investisseurs peuvent recourir aux contrats à terme ou aux options. Alors, un contrat à terme, c'est quoi? Aussi, ces contrats à terme sont aussi appelés future. Ça fait une promesse pour son acquéreur qu'un montant donné d'une monnaie lui sera livré à une date spécifique dans les futurs. Donc, vous signez un contrat pour que un certain montant d'une monnaie vous soit livré à une date spécifique dans les futurs. C'est un contrat à terme. Alors, ce contrat est souvent conclu sur des marchés organisés, de telle sorte qu'il peut faciliter sa négociation. Ce sont des contrats négociables. Alors, si ce contrat à terme est signé avec une contrepartie privée, on va parler de contrat forward. Forward contract. Alors, par rapport au contrat à terme, quelle est la différence ou quel est l'avantage qui représente les forwards? Les forwards ont l'avantage d'être élaborés sur mesure, alors que les futurs, ont des caractéristiques standards
en termes de durée, des montants, ainsi de suite. Et puis en plus, il faut savoir que les contrats forward ne peuvent pas être revendus, contrairement aux contrats à terme. Hein. Non. Alors les futures, les contrats futurs, peuvent être négociés, étant donné qu'ils sont échangés sur des marchés organisés. Donc, retenez, les contrats à terme, c'est pour que les investisseurs se couvrent contre les variations des prix. Alors, les contrats d'option maintenant, c'est quoi? Une option d'abord, définissons l'option comme étant un contrat qui offre à son acheteur les droits de vendre ou d'acheter une certaine quantité de devises à un prix donné. Et ce prix est appelé les prix d'exercice, à n'importe quel moment avant la fin du contrat. Donc, c'est un contrat, vous signez un contrat avec quelqu'un, et par ce contrat-là, vous avez les droits d'acheter auprès de la partie avec laquelle vous avez signé le contrat, les droits d'acheter ou de lui vendre une certaine quantité de devises à un prix déterminé dans le futur. Ça s'appelle une option de change. Alors, l'acheteur va payer une prime pour ce contrat. Il va payer une prime comme contrepartie du droit qu'il a de vendre ou d'acheter les devises. Et il va décider du temps d'exercice de son droit. Son droit consiste soit à acheter, soit à vendre auprès de la personne avec qui ils ont signé, avec laquelle ils ont signé ces contrats. Alors, mais les vendeurs de l'option se trouvent, lui, dans l'obligation d'acheter ou de vendre, selon le cas, les sous-jacents. Les sous-jacents, c'est l'objet du contrat. Et l'objet du contrat, ici, c'est la monnaie. Donc, si l'acheteur demande d'acheter, d'exercer en fait le contrat, alors d'exercer son droit, alors le vendeur a l'obligation en fait de lui vendre ou d'acheter auprès de lui la monnaie, les devises qui font l'objet du contrat. En général, ici nous avons dans ce contrat, nous parlons de la monnaie, mais en général les sous-jacents est l'actif qui fait l'objet du contrat. Quel actif? Alors, on distingue deux types d'options. Il y a l'option des ventes qu'on appelle l'option put option, et nous avons l'option d'achat qu'on appelle call option. Il faut distinguer les deux. L'option de vente donne le droit à son acheteur de vendre à la contrepartie de la monnaie, de devises. Et l'option d'achat donne le droit à l'acheteur de cette option d'acheter les devises auprès de la contrepartie qui a signé le contrat. Alors, une option put, donc c'est juste une répétition ici, une option put donne à son acheteur les droits de vendre, parce que c'est l'option de vente. Vendre la monnaie étrangère déjà fixée bien avant, et l'option call donne le droit d'acheter. Alors, il faut remarquer ici qu'une option put est achetée en prévision de la dépréciation de la monnaie étrangère. En prévision de la dépréciation de la monnaie étrangère, vous pouvez acheter une option put. Mais au contraire, une option call est achetée en prévision de l'appréciation de la monnaie étrangère. Alors, qu'est-ce qui détermine alors la demande d'actifs en monnaie étrangère? Il faut savoir que la demande des dépôts bancaires en monnaie étrangère dépend de trois caractéristiques importantes, à savoir la rentabilité, les risques et la liquidité. Et la rentabilité, à son tour, dépend du taux d'intérêt et de la variation anticipée du taux d'échange. Alors, parlons de ces déterminants de la demande d'actifs en monnaie étrangère, en commençant par la rentabilité. La rentabilité, c'est quoi? C'est le taux de croissance de la valeur d'un actif sur une période déterminée. Ça s'appelle la rentabilité, taux de croissance. Alors, en termes de portefeuille, un actif est attractif, d'autant plus que sa rentabilité est élevée. Si la rentabilité d'un actif est élevée, alors les investisseurs voudront bien avoir cela dans leur portefeuille. Et la décision
des investisseurs est basé sur la rentabilité anticipée. Et ça, c'est très important. C'est la rentabilité anticipée d'un actif qui détermine la décision des investisseurs, dans la mesure où il est difficile de connaître avec certitude la rentabilité future. Il est difficile de connaître quelle sera la rentabilité future, donc avec précision, avec certitude, la rentabilité future d'un actif. Alors, les investisseurs se basent sur la rentabilité anticipée. Et par rentabilité anticipée, il faut entendre la différence entre les pourcentages, la différence en pourcentage plutôt, entre la valeur anticipée et les prix d'achat courant. Donc, la valeur anticipée, c'est tout simplement l'espérance mathématique de la valeur d'un actif, donc l'espérance mathématique. La différence entre l'espérance mathématique de la valeur d'un actif et son prix courant constitue ce qu'on appelle la rentabilité anticipée. C'est ce qui détermine en fait la décision, qui guide la décision des investisseurs. Cependant, les investisseurs utilisent ou se basent sur la rentabilité réelle des actifs. Et la rentabilité réelle d'actifs est calculée en tenant compte de l'évolution des prix d'un large panier de produits représentatifs de ce que les épargnants achètent régulièrement. Donc, seule la rentabilité réelle mesure la quantité de biens ou services qu'un épargnant pourra acheter dans le futur en renonçant à une partie de la consommation présente. Alors, il y a ici un arbitrage que l'investisseur ou les épargnants doivent faire entre la consommation présente et la consommation future. C'est l'arbitrage, et dans cet arbitrage, c'est la rentabilité réelle qui est utilisée pour se décider. Le deuxième élément qui détermine la demande des monnaies en devise, la demande des monnaies étrangères, c'est les risques. Les risques, c'est quoi? C'est l'éventualité d'un événement qui peut conduire à la perte de la valeur de l'actif ou à faire de sorte que la richesse des investisseurs puisse fluctuer, puisse beaucoup fluctuer. Donc, c'est les risques, un événement pouvant conduire à une perte ou à une forte fluctuation de la richesse des investisseurs. Alors, ainsi, en termes de décision, les investisseurs voudront bien détenir des actifs qui ne font pas fortement varier leur richesse. En d'autres termes, les investisseurs préféreront détenir dans leur portefeuille des actifs moins risqués. Alors, un actif qui offre une rentabilité anticipée très élevée peut se révéler peu attractif pour un investisseur si cette rentabilité fluctue beaucoup, très volatile. Le troisième élément, c'est la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est simplement la facilité avec laquelle un investisseur peut revendre ou convertir son actif en espèces. C'est ça la liquidité. La possibilité, la facilité de convertir un actif en espèces ou la facilité de revendre cela. Alors, dans ce cas, les épargnants préféreraient détenir des actifs liquides de telle sorte, tels que les espèces, et ils tiennent compte de leur liquidité au même titre que leur rentabilité et leur risque. Donc, pour détenir un certain nombre d'actifs dans son portefeuille, un investisseur, un épargnant doit considérer d'abord la rentabilité de cet actif, le risque que représente cet actif et le degré de liquidité. Est-ce que on peut convertir facilement cet actif en espèces? Il faut remarquer ici que le taux d'intérêt joue un rôle important sur les marchés d'échange. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt correspond à la rentabilité d'un dépôt bancaire libellé en monnaie étrangère. Le taux d'intérêt qui joue aussi un rôle très important, mais également les taux d'échange aussi jouent un rôle important. Alors, on va parler des taux d'échange, de la rentabilité des actifs. Les taux d'échange jouent un rôle important lorsqu'on en arrive au point où il faut comparer la rentabilité des dépôts libellés en diverses ou en différentes devises. Vous pouvez avoir des dépôts en dollars, des dépôts en euros, des dépôts en yens. Pour comparer la rentabilité des dépôts exprimés en différentes monnaies, donc on a besoin
les taux d'échange jouent un rôle important. D'abord, ainsi, on utilise les concepts du taux d'échange anticipé entre les deux devises pour faciliter cette comparaison. Nous allons poser ici R indice $ comme étant le taux d'intérêt au comptant sur les dépôts en dollars à l'échéance d'une année, et c'est le taux d'échange au comptant, et exposant petit e, c'est en fait le taux d'échange anticipé dans un an pour les dollars. Alors, ces données vont nous permettre de trouver les moyens de comparer en fait la rentabilité. Alors, on veut donc déterminer la rentabilité anticipée d'un dépôt en dollars, par exemple, mesuré en euros. Alors, pour ce faire, voici la formule. Vous avez 1 plus R. R, on a dit que c'était le taux d'intérêt sur les dépôts en dollars. Et c'est le taux d'échange anticipé. Et c'est le taux d'échange courant moins 1. Donc, cette formule vous permet de calculer la rentabilité anticipée. Alors, dès qu'on calcule cette rentabilité anticipée, on peut alors la comparer au taux d'intérêt sur les dépôts en euros, parce que là on calcule pour les dollars, qui est en fait les taux de rentabilité de l'euro, donc c'est les taux d'intérêt sur les dépôts en euros. Alors supposons un exemple, prenons un exemple chiffré, je veux dire. Si le taux d'échange est de 1,32 $ pour 1 euro, et que le taux d'échange anticipé soit de 1,35 pour 1 euro dans un an. Alors, si aussi nous avons les taux d'intérêt annuel sur les dépôts en dollars qui est de 8 $, 8% plutôt, et que les taux d'intérêt annuel sur les dépôts en euros soit de 6%, alors on peut se poser la question de savoir quels sont les dépôts les plus rentables. Est-ce que c'est les dépôts en dollars ou c'est les dépôts en euros? Alors, pour répondre à cette question, nous nous mettons ici dans la perspective de la zone euro. Et on commence premièrement par déterminer les taux ou les taux d'échange en cotation incertaine du point de vue de l'euro. Du point de vue de l'euro, c'est-à-dire on va déterminer quelle est la valeur du dollar en euros. C'est ça, la cotation en incertain. Alors, nous avons la cotation en incertain, c'est l'inverse de la cotation au certain. Okay? Par exemple, ici, nous avons, supposons, le taux d'échange de 1,32 $ pour 1 euro. Ici, si nous nous mettons du point de vue de l'économie américaine, du dollar, de l'économie américaine, cette valeur de 1,32, c'est une cotation à l'incertain pour les États-Unis. Okay? Alors, on veut tout simplement déterminer cette valeur du côté des Européens. Donc, ça sera à l'inverse. La cotation au certain est égale à l'inverse de la cotation à l'incertain. Alors, pour les États-Unis, pour la zone euro, la cotation à l'incertain, c'est 0,875, 76 au comptant, et puis 0,7406 en anticipé. Donc, vous prenez l'inverse de 1,35, c'est 0,7407, et l'inverse de 1,32, c'est 0,7576. Alors, on peut tout simplement remplacer, substituer dans cette formule. Donc, nous avons 1,08. 0,8, c'est les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars. Et nous faisons ce calcul pour trouver en fait 0,056. Okay? 0,56, c'est quoi? C'est maintenant la rentabilité d'un dépôt en dollars qu'on vient de trouver. Alors, il faut donc comparer cette valeur de 5,6% sur les dépôts en dollars. Nous comparons cela à la rentabilité d'un dépôt en euros qui est de 6%. Alors, si nous comparons, alors la conclusion est que les dépôts en dollars sont moins rentables. Parce que la rentabilité de 5,6% est inférieure à la rentabilité de 6%. Alors, cette formule-là que nous venons d'appliquer peut être simplifiée dans
par les principes suivants. C'est-à-dire, la rentabilité en euros d'un dépôt en dollars est approximativement égale au taux d'intérêt en dollars plus les taux de dépréciation ou moins les taux d'appréciation de l'euro par rapport au dollar. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut tout simplement ajouter au taux de croissance du prix en dollars de l'euro au taux d'intérêt en dollars. Donc, nous avons les taux d'intérêt, c'est là, R, indice dollar, donc dollar sign, plus cette croissance, la croissance du prix en dollars de l'euro. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est en fait la variation pourcentage du taux d'échange. Ah, il y a deux cas qui se présentent ici. On va parler d'un taux d'appréciation si la quantité qui est entre parenthèses est positive. On parlera d'un taux de dépréciation si la quantité qui est entre parenthèses est négative. Et lorsque cette quantité est positive, cela signifie tout simplement que les agents sur les marchés d'échange prévoient un taux d'échange futur qui est supérieur au taux d'échange comptant. L'inverse s'applique lorsque il s'agit d'un taux de dépréciation. Donc la partie, les termes, l'expression entre parenthèses est négative et cela donc va présager un taux d'échange anticipé inférieur au taux d'échange comptant. Donc, voilà un peu ce que nous allons, qui a été prévu pour aujourd'hui. Donc, ce qui est, nous avons prévu sur les taux d'échange et comment les déterminer et comment on peut comparer la rentabilité d'un dépôt, des dépôts exprimés en différentes devises avec cet exemple que nous avons donné, l'exemple chiffré qui nous permet d'illustrer en fait ces concepts. Donc voilà, je vous souhaite bon apprentissage et à la prochaine.